Ça y est, le tout dernier paiement est parti. Après des années, des décennies même, la maison est enfin payée. C'est un sentiment incroyable, vraiment, un véritable accomplissement. On ouvre une bonne bouteille, on célèbre, on savoure cette nouvelle liberté financière. Pendant une petite semaine, on a l'impression d'être au sommet du monde. Mais voilà, une fois que l'euphorie est un peu retombée, il y a une question qui commence à s'installer, doucement. Cette fameuse mensualité qui a rythmé le budget familial pendant si longtemps, eh bien, elle a disparu. Et avec elle, une forme de certitude. Alors, que faire de cet argent libéré? Très souvent on se dit, bon, on verra ça plus tard. Et ce plus tard, il n'arrive jamais vraiment. Et c'est là qu'un chiffre entre en jeu. Un chiffre qui, franchement, donne un peu le vertige. 60 000 $. C'est le coût potentiel de ne pas avoir de plan pour cette mensualité, sur la durée moyenne qui sépare la fin d'un prêt et le début de la retraite. Alors, on va se pencher là-dessus pour comprendre ce que ce chiffre représente vraiment. En fait, ce chiffre, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Ça représente l'écart colossal sur une période typique de 13 ans entre prendre une décision délibérée avec cet argent et le laisser tout simplement s'évaporer, se dissoudre dans le bruit de fond de nos dépenses de tous les jours. Et voilà, on est au cœur du problème. Sans un plan précis, cette nouvelle manne financière, ce petit pactole mensuel, finit presque toujours par être absorbé par les dépenses courantes. Ce n'est pas une seule mauvaise décision, c'est plutôt une accumulation de petites décisions qui, mises bout à bout, anéantissent une opportunité qui ne se présentera qu'une seule fois. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple. Faisons connaissance avec, disons, Karen. Son profil est très commun. À 54 ans, elle vient tout juste de verser sa dernière mensualité de 1 940 $. Elle a fêté ça et elle a bien eu raison. Mais maintenant, ces 1 940 $ se retrouvent chaque mois sur son compte en banque, sans affectation précise. Et c'est là que le piège commence à se refermer. Le premier mois, Karen se dit qu'elle va s'en occuper. Le deuxième, le leasing de sa voiture arrive à échéance. Tiens, pourquoi ne pas opter pour un modèle un peu plus simple là? Voilà 340 $ qui s'envolent. Le mois d'après, l'idée de rénover la salle de bain refait surface. Puis, c'est un abonnement à une meilleure salle de sport. Chaque dépense, prise isolément, est parfaitement raisonnable. Mais ensemble, elles finissent par dévorer la totalité de la somme. On pourrait se dire, mais c'est irrationnel, pourquoi faire ça? En réalité, ce comportement est dicté par des forces psychologiques qui sont très, très puissantes. Et la première étape pour les déjouer, c'est de les comprendre. Le premier coupable, c'est ce qu'un chercheur de Harvard nomme l'illusion de l'arrivée. Notre cerveau, il est câblé pour la poursuite d'un but, beaucoup plus que pour la possession. Pendant 20 ou 30 ans, l'objectif, c'était de rembourser la maison. Une fois que c'est fait, le cerveau est un peu perdu. Il a besoin d'une nouvelle quête. Et cette idée résume parfaitement le danger. Si on ne redirige pas consciemment cette énergie et cet argent vers un nouvel objectif clair, comme l'indépendance financière par exemple, eh bien le cerveau, lui, il va trouver sa propre distraction. Et ça ressemble souvent à une nouvelle voiture, un projet de rénovation, bref, une nouvelle dépense mensuelle. Le deuxième mécanisme, c'est l'effet de licence. C'est un biais cognitif très connu. En gros, après des années de discipline, de sacrifice pour rembourser ce crédit, il y a une petite voix à l'intérieur qui nous dit qu'on a bien mérité de se faire plaisir, qu'on a gagné le droit de relâcher un peu la pression. Et cette image est très parlante. C'est comme si notre cerveau avait accumulé un crédit de discipline. Une fois que la contrainte du prêt disparaît, il vient réclamer son dû. Pas sous la forme d'une énorme folie, non, mais de plein de petites récompenses bien méritées, qui au final coûtent une véritable fortune. Donc on arrive à un carrefour, un moment charnière où deux futurs très différents se dessinent. Et tout ça dépend de la direction que va prendre cette seule et unique mensualité qui vient de se libérer. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a le chemin de Karen. L'argent est absorbé par ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Le résultat net pour la retraite, 0. De l'autre côté, un chemin radicalement différent. La redirection automatique de cette même somme vers un simple fonds indiciel. Et là, le résultat est juste stupéfiant. 529 000 $. Il faut vraiment prendre un instant pour laisser ce chiffre infuser. Pour beaucoup de gens, c'est la différence entre une retraite où on est à l'aise et une retraite où on compte chaque centime, entre avoir le choix de s'arrêter de travailler et y être contraint par l'âge ou la santé. Tout ça, pour une décision prise ou pas, dans les quelques semaines qui suivent le dernier paiement du crédit. Mais la bonne nouvelle, et il y en a une, c'est que la solution ne demande pas une volonté de faire ou une discipline surhumaine. Pas du tout. La solution, c'est un système, une simple configuration qui prend littéralement 10 minutes à mettre en place. L'astuce, elle est d'une simplicité déconcertante. Si le paiement du crédit était prélevé le 15 du mois, il suffit de programmer un virement automatique vers un compte d'investissement pour le 15 du mois suivant, même jour, même montant, seule la destination change. Le cerveau ne voit même pas cet argent comme un extra disponible parce qu'il disparaît avant même de devenir une tentation. D'accord, mais on l'envoie où cet argent? Il y a un ordre logique, un ordre quasi mathématique à suivre. D'abord, on s'assure d'avoir un fonds d'urgence solide.
Ensuite, on anéantit toutes les dettes coûteuses, type crédit à la consommation. Puis, et c'est crucial, on remplit à ras-bord les comptes d'épargne qui bénéficient d'avantages fiscaux. Et enfin, on investit tout le reste. Et là, il y a une opportunité souvent méconnue. Dans beaucoup de pays, après 50 ans, les plafonds de cotisation pour l'épargne retraite sont plus élevés. Ce sont des dispositifs de rattrapage. C'est une occasion en or pour mettre un grand coup d'accélérateur dans la dernière ligne droite. Une opportunité souvent impossible à saisir quand le crédit immobilier prenait toute la place. C'est vraiment le moment de se renseigner sur les options qui existent dans son propre pays. Attention, la fin du crédit ne signifie pas la fin des frais. Loin de là. La relation financière avec sa maison change complètement. La banque n'est plus là comme intermédiaire et ça implique de nouvelles responsabilités. Pendant des années, la banque gérait les taxes et l'assurance. Maintenant, il faut gérer ça soi-même. C'est donc vital de créer son propre compte d'épargne maison et d'y virer chaque mois de quoi couvrir les impôts fonciers, l'assurance et surtout une provision pour l'entretien. Une bonne règle, c'est d'y mettre environ 1% de la valeur de la maison par an. Et là, c'est un point absolument crucial, un avertissement. La tentation peut être grande d'utiliser la valeur de sa maison comme levier, de prendre un nouveau crédit hypothécaire pour investir. C'est un jeu très dangereux. On emprunte à un taux certain pour un rendement qui, lui, est incertain tout en remettant en garantie le bien qu'on a mis des décennies à payer. La vraie stratégie la plus saine, c'est d'utiliser le flux de trésorerie libéré, pas de réendetter sa maison. Pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur et de regarder au-delà des chiffres. Qu'est-ce qu'on achète vraiment en prenant la bonne décision à ce moment-là ? Ce qu'on construit en redirigeant cet argent, ce n'est pas juste un patrimoine, c'est quelque chose de bien plus précieux, de la marge de manœuvre. C'est la capacité de faire face à un imprévu sans que tout l'édifice financier ne tremble. C'est pouvoir changer de carrière à 55 ans si on en a envie. C'est la liberté de choix, tout simplement. Et cette marge, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit délibérément. Ce qui nous amène à la toute dernière question, une question un peu provocatrice, c'est vrai. Chaque petite décision qui semble raisonnable, comme refaire une salle de bain, a un coût d'opportunité caché. Et parfois, ce coût se chiffre en centaines de milliers de dollars. La question est de savoir si le nouveau carrelage en vaut vraiment la peine.